l'Institut Mines Télécom qui nous accueille aujourd'hui pour ce 3e colloque de l'Institut fédératif consacré au thème de l'accès à l'emploi. Je pense que notre hôte est le mieux placé pour nous présenter les lieux. On entendra également monsieur le premier vice-président de Douaisis-Aglo, monsieur Christophe Dumont. Merci de nous accueillir sur votre territoire. Madame la rectrice qui nous fait l'honneur aussi d'être présente aujourd'hui. Et monsieur donc, le préfet de région Hauts-de-France, monsieur Bertrand Gaume, pour les propos introductifs. Nous aurons ensuite une présentation des chiffres clés de l'emploi dans le bassin minier par madame Céline Fazulo, qui est directrice adjointe de la DRETS, et deux chercheuses donc de l'Académie de Lille, madame Guillemette Delarquier et madame Jingwe, présenteront donc les problématiques, enjeux et perspectives du travail et de l'emploi aujourd'hui. Donc, je laisse tout de suite la parole à monsieur Schmitt. Monsieur le préfet, monsieur le vice-président de Douaisis-Aglo, madame la rectrice, chère Valérie, mesdames, messieurs les directrices et directeurs, mesdames, messieurs, en vos grâces et qualités, je suis très heureux de vous accueillir à l'IMT Nord-Europe. D'abord parce que, d'une façon générale, nous sommes heureux de nous associer aux travaux de l'État, des pouvoirs publics, et plus particulièrement sur ce sujet qui est l'emploi, le renouveau, ce qu'il advient du bassin minier, évidemment. Nous sommes sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Comme vous le savez, nous sommes à IMT Nord-Europe, mais historiquement, nous sommes à l'école des mines de Douai, c'est-à-dire dans un établissement dont la raison d'être, dont l'histoire est liée très étroitement à l'activité économique de ce territoire. Donc, puis j'ose dire que nous nous tournons vers l'avenir, nous tournons vers les besoins de transformation, d'évolution de ce bassin. Et au fond, c'est toute l'histoire de notre école qu'on va retrouver de façon très symbolique aussi. Cette école a été créée en 1878 pour former des maîtres mineurs, pour permettre à des enfants d'ouvriers de devenir cadres dans l'industrie extractive. Elle a été créée aussi pour être un soutien. Elle a apporté un appui technique, un appui scientifique à cette activité économique. Et donc là encore, on est dans sa raison d'être et elle a au fond évolué, changé avec son environnement, avec l'économie locale, pour devenir IMT Nord-Europe. Pourquoi IMT Nord-Europe ? Pour rassembler les compétences et les sciences du numérique, en fusionnant l'école des télécommunications de Lille avec l'école des mines de Douai, qui, entre-temps, était déjà devenue une école d'ingénieurs, qui ne formait plus, bien évidemment, et pour cause, des ingénieurs pour l'activité minière, mais des ingénieurs dans les domaines qui sont les plus porteurs aujourd'hui pour l'avenir de notre pays. Donc sciences du numérique et sciences industrielles, et là encore, finalement, dans la raison d'être originelle de cette école, parce qu'aujourd'hui, ce dont nous avons besoin sont des ingénieurs qui allient cette compétence en numérique, en sciences et technologies, de la data, de l'intelligence artificielle, et les connaissances scientifiques sur les sujets, les domaines traditionnels que nous trouvons dans nos laboratoires, et que vous verrez d'ailleurs éventuellement sur les panneaux en passant, puisque nous sommes dans la semaine de l'industrie, domaines qui sont l'énergie, l'environnement, les matériaux, les procédés, là avec des expertises fortes sur tous ces sujets que nous aurons le plaisir de montrer également. Si vous avez l'occasion de revenir samedi, nous sommes en pleine portes ouvertes à l'occasion de cette semaine de l'industrie, vous pourrez voir les laboratoires et un certain nombre de réalisations. Donc tout ceci est absolument important et aujourd'hui encore, notre école, fière de ces 3 métiers. Nous avons en effet 3 métiers. D'abord, formation d'ingénieurs, de docteurs, de masters internationaux. Production scientifique, nous sommes fiers aussi d'être une école qui produit 250 publications scientifiques de rang A chaque année. Ça nous permet d'être dans les classements internationaux. Nous sommes dans le top 20
du classement Young Universities du Times Higher Education, top 20 mondial, hein, donc top 20 national, je veux dire, mais présent dans le classement mondial. C'est des choses importantes pour nous. Et puis ce qui est important, c'est notre troisième métier. Nous sommes une école sous tutelle du ministère en charge de l'industrie. Et donc à ce titre, évidemment, on rebondit à nouveau sur cet enjeu du bassin minier. Voilà, avec un rôle, voilà, je crois, réel, de contribution modeste, mais c'est vrai que nous sommes aussi tournés vers l'accompagnement. Notre métier, c'est de contribuer au développement économique d'un territoire, au renouveau économique d'un territoire. Et je m'empresse de le dire, nous faisons cela avec beaucoup d'enthousiasme, d'énergie, grâce aussi à l'appui de l'État, des pouvoirs publics. Et je saluais Douaisis Aglo, qui est toujours à nos côtés, qui a contribué à la rénovation que vous avez vue de cet établissement, qui contribue régulièrement et est toujours à nos côtés sur des projets. Et aujourd'hui, un projet important auquel nous pensons pour l'évolution de l'emploi dans ce territoire, un projet qui s'appelle Compolis, qui est autour du composite de demain. Voilà, cette école, dans les années 80-90, a contribué à développer cette filière qui est le matériau composite. Et avec le composite carbone, on trouve de nouvelles opportunités parce que demain, il faudra de l'hydrogène, il faudra transporter du CO2 et que cette plateforme qui a connu les heures de gloire dans les années 80-90 retrouve aujourd'hui un intérêt économique important parce que cette technologie, eh bien, nous allons en avoir besoin et que nous espérons à travers cela aussi pouvoir contribuer modestement à offrir des potentialités d'emploi et d'activité sur ce territoire. Je n'en dis pas davantage, simplement pour vous dire qu'encore une fois, notre grande fierté, notre plaisir de vous avoir chez nous aujourd'hui. Donc, je vous souhaite, merci d'avoir choisi notre établissement aussi pour tenir cette réunion. Je vous souhaite donc un très bon colloque. Merci à vous. Monsieur le préfet, à travers vous, je salue monsieur le sous-préfet et les agents de la sous-préfecture, madame la rectrice, monsieur le directeur, mesdames et messieurs. Écoutez, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue sur le territoire de Douaisis-Aglo pour ce colloque. Je vous souhaite la bienvenue au nom du président de Douaisis-Aglo, président du département du Nord, Christian Poiret, qui me demande de bien vouloir l'excuser. Vu le titre du colloque, il eût été très content d'être parmi vous et il vous aurait dit beaucoup de choses, puisque c'est un ardent défenseur des sujets de l'emploi en tant que président de Douaisis-Aglo, en tant que président du département avec les publics RSA et la remise à l'emploi. Alors, Douaisis-Aglo, justement, le président a mis comme premier pilier de nos politiques communautaires la question du développement économique et la question de l'emploi. Et c'est un sujet que nous travaillons à 360 degrés, puisque la question de l'emploi, c'est à la fois la création d'emplois via le monde économique, via les entrepreneurs, et puis c'est aller travailler la question du côté des demandeurs d'emploi. Alors au niveau de la création d'emplois, du développement économique, un des axes importants de notre politique communautaire, c'est notre compétence en matière de création, de gestion, d'aménagement, des parcs d'activités. Nous en avons aujourd'hui une vingtaine. Ce sont des centaines d'entreprises, des milliers d'emplois qui sont ainsi générés. Et c'est quelque chose que nous travaillons sans cesse avec le service développement économique. Et nous avons là un très beau projet qui est en cours, qui est le projet structurant du mandat en cours pour Douaisis-Aglo, qui est la création d'un quartier d'affaires Euradoué à côté de la gare. Ce sont plus de 50 millions d'euros que nous allons investir à côté de la gare pour créer ce beau quartier d'affaires et donc générer, nous l'espérons, de très nombreux emplois. Alors, au-delà de nos parcs d'activités, Douaisis-Aglo se veut la plus proactive possible auprès des entreprises. Alors c'est un exemple récent qui va également marquer ce mandat, c'est le travail pour attirer une gigafactory et créer un écosystème autour
anciennement Renault Douai, Renault Électricité, aujourd'hui Ampère, et avec l'arrivée d'AESC Envision, une gigafactory de batteries électriques qui va ouvrir sa première usine l'année prochaine avec environ 1000 emplois. Et derrière, il ne faut pas croire que nous travaillons uniquement sur les... Il y a eu Amazon il y a quelques années, il ne faut pas croire que nous travaillons uniquement sur les entreprises de taille conséquente. Nous travaillons également sur les très petites entreprises, par exemple avec un système d'aide qui est l'ATPE, aide aux très petites entreprises. Et c'est en gros la personne qui crée son emploi et qui va jusque 2-3 salariés, où nous prenons en charge un pourcentage de l'investissement avec une majoration pour la création d'emplois dédiés à des demandeurs d'emploi. C'est pendant le Covid, ce sont plus de 2 millions d'euros investis sur la prise en charge des loyers des commerces, des entreprises qui étaient fermées par décision administrative. Donc là aussi, pour permettre d'éviter des faillites en cascade. Ces aides, nous les déployons aussi, je parlais de la TPE, nous les déployons également dans le monde agricole. Donc parfois, on oublie qu'il peut être également créateur d'emplois. Donc on a tout un système d'aide pour le monde agricole et la création d'emplois et les investissements. Voilà, donc ça c'est vraiment, on a une welcome desk parce qu'on sait que pour attirer les entreprises aujourd'hui, il faut les aider en matière de logement, en matière d'implantation, en matière de formalités administratives. Donc nous avons depuis quelque temps une welcome desk qui accueille les entreprises et qui leur présente le territoire. Et ça c'est très apprécié des entreprises. Voilà, donc tout un système d'aide et d'accompagnement auprès du monde économique. De l'autre côté, une fois que la création d'emplois est travaillée, il faut travailler la mise à l'emploi des personnes de notre territoire qui parfois sont éloignées de l'emploi. Alors là aussi, nous travaillons à 360 degrés. Ce sont des financements dédiés pour les quartiers en géographie prioritaire, les QPV, les quartiers politiques de la ville, avec des personnes qui sont éloignées, donc par tantôt les femmes, tantôt les jeunes. Puisqu'on parle de jeunes, ce sont des financements pour la mission locale, pour l'emploi des jeunes. Ce sont des financements également pour le PLI, qui accompagne les publics en RSA. Donc nous travaillons beaucoup ces questions. Nous avons également la plateforme Proche Emploi, qui essaie justement de faire dans la dentelle la mise en relation entre l'offre d'emploi et la demande d'emploi, parce que de plus en plus, on a des chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à recruter et des demandeurs d'emploi qui n'arrivent pas à trouver de travail. Donc avec cette plateforme Proche Emploi, nous faisons cette mise en relation. Nous savons également que justement cette mise en relation est importante, donc nous faisons beaucoup de forums de l'emploi, des forums de la formation. Il y avait cette semaine les ateliers de l'industrie à Oisier, avec plus de 700 offres d'emploi à pourvoir. Et là aussi, parce qu'on sait que la valeur travail évolue beaucoup, que nous sommes sur des retournements de cycle de plus en plus importants, et que notre territoire qui est marqué par cette question de la désindustrialisation, lui qui ne vivait que par l'industrie minière, l'industrie textile, la sidérurgie, on a eu des générations qui ont dit vous n'avez plus de travail parce qu'il n'y a plus d'industrie aujourd'hui et donc vous ne pouvez rien faire. Et subitement, ces retournements de cycle, aujourd'hui on a des emplois industriels, on a à la fois des gens qu'on doit convaincre que oui, il y a du travail pour eux sur leur territoire, d'une part, parce que ça fait 40 ans qu'on leur disait qu'il n'y avait plus de travail dans l'industrie et qu'ils ne pouvaient travailler que de façon manuelle dans l'industrie. Et outre de les convaincre qu'il y a du travail, que c'est possible, les convaincre également que l'industrie, ce n'est plus les représentations qu'ils ont du temps de Germinal ou des temps modernes de Chaplin. Donc c'est pourquoi il y a des mises en situation avec les entreprises, avec des démonstrateurs où on montre qu'aujourd'hui l'industrie, ce n'est plus la représentation qu'on avait il y a quelques décennies de cela. Un pilier important, et j'en arrêterai là, mais parce que vraiment on pourrait tenir très très longtemps sur toutes les actions de Douaisis Aglo en matière d'emploi. On sait très bien aujourd'hui qu'un des freins à l'emploi, c'est la mobilité. Donc nous avons travaillé sur la question de la mobilité, alors à travers le syndicat des transports, et en impulsant, c'est Douaisis Aglo qui avait proposé la gratuité des transports sur le Douaisis, faisant du ressort territorial du SMTD le plus important de France à la gratuité. Ça marche très bien puisqu'on a des taux de progression de nos réseaux qui sont exponentiels. Et derrière, en activant la compétence d'autorité organisatrice des mobilités qu'est un syndicat des transports. Avant, on organisait les transports. Aujourd'hui, on organise la mobilité. Outre la gratuité de notre réseau, outre son développement, on travaille beaucoup la desserte des zones économiques aux heures
d'embauche et de sortie des postes, parce que parfois les réseaux n'étaient pas adaptés, ils n'allaient pas au bon endroit, ils n'allaient pas aux bonnes heures. On travaille également à la question de la mobilité, puisqu'on a aujourd'hui un parc en location de vélos assistance électrique qui va atteindre bientôt les 1000 vélos, des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, ils nous louent un vélo chaque mois et on développe les parcs de covoiturage, on lance l'autopartage. Donc la question de la mobilité, c'est quelque chose que nous travaillons et qui est très très important, comme la garde d'enfants, comment nous pouvons lever les freins à l'emploi. Et je dois le dire, monsieur le directeur l'a dit tout à l'heure, tout seul, nous ne faisons rien, c'est un travail collectif. Donc nous le faisons avec la région au titre de sa compétence développement économique, nous le faisons avec le département sur son volet insertion via les publics RSA, nous le faisons évidemment avec les services de l'État qui sont pleinement mobilisés avec nous en plein partenariat et avec les acteurs du territoire comme l'IMT, comme France Travail et évidemment les entreprises. C'est pourquoi je suis très heureux avec le président Poiret de voir ce colloque se tenir sur notre territoire aujourd'hui. Et je vous souhaite à tous d'excellents débats et d'excellentes réflexions. Merci beaucoup. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais évidemment saluer le préfet de la région Hauts-de-France, monsieur le vice-président de Douaisis-Aglo, monsieur le directeur de l'IMT Nord-Europe, tout le monde en fait, et un petit coucou aussi au directeur de l'IF2RT que j'ai croisé tout à l'heure, que je ne vois plus. Ben voilà qui est là. Donc merci de me donner la parole quelques minutes dans le cadre de l'ouverture de ce colloque sur l'accès à l'emploi dans le bassin minier. Merci à l'IMT de nous accueillir, parce qu'effectivement c'est une pépite de notre territoire, et je le dis d'autant plus que ça ne dépend pas de mon ministère de tutelle, donc en fait c'est complètement objectif de ma part. C'est très facile d'être fier d'un truc dans lequel on n'est rien, mais franchement, je le dis, on est très heureux de vous avoir sur ce territoire, tant en recherche qu'en formation. Bien sûr, je suis très heureuse aussi d'intervenir en tant que rectrice chancelière des universités, parce que ce colloque est organisé par l'IF2RT, notre institut fédératif de recherche pour le renouveau des territoires, qui est, je le rappelle, quand même un objet complètement à nous, exotique et unique en France. Donc un institut de recherche hors mur, ça vous allez me dire, ça existe ailleurs, mais tout de même, qui rassemble donc des équipes de 4 universités de notre région, qui est hébergée par la Mèche, notre Maison européenne des sciences de l'homme et de la société, et un institut surtout qui a été conçu comme un point de rencontre entre recherche académique, décideurs et acteurs des politiques publiques. Alors, je vais dire au service du bassin minier ou la réflexion sur le bassin minier ou le développement du bassin minier, mais évidemment qui a vocation aussi à réfléchir beaucoup plus loin, même au niveau international, qui finance des activités de recherche, qui organise des séminaires, dont celui-ci qui est le troisième, sur des sujets très très variés et à chaque fois avec beaucoup d'originalité. En tout cas, c'est un élément important, je crois, de l'ERBM, et ce n'était pas écrit complètement que dans nos politiques de territoire, ici, on aurait un objet de recherche, là, qui est enfin un institut de recherche qui serait finalement au cœur de nos politiques. Très heureuse évidemment aussi d'intervenir en tant que rectrice de région académique et donc en charge de l'orientation et de la formation professionnelle pour l'ensemble de notre région. Alors, il va être question ici d'accès à l'emploi, entre autres. Donc c'est un sujet majeur bien sûr pour les jeunes que nous formons, mais aussi pour les moins jeunes que nous accompagnons, parce que je rappelle toujours que l'éducation nationale est aussi un opérateur de formation continue par l'intermédiaire de ces GRETA, qui sont bien connus, je crois, sur l'ensemble de notre territoire. Le bassin minier, pour nous, c'est 4 bassins d'éducation: Béthune-Bruay, Lens-Hénin-Liévin, le Douaisis et le Valenciennois. Ça représente 27 lycées pro et polyvalents, 101 collèges, ce qui veut dire en fait en 65 542 jeunes qui sont scolarisés en collège. Si j'en parle, c'est parce que ce sont des jeunes qui à un moment vont faire des choix d'orientation. Et 13 452 lycéens, dont 13 450 lycéens professionnels. Et des effectifs en voie pro qui augmentent régulièrement depuis la rentrée 2022. Ce qui veut dire des élèves en année terminale de CAP et en année terminale de bac pro, qui a un nombre qui est en hausse, puisqu'on a
en plus de 300 jeunes, là encore, depuis la rentrée 2022, qui donc se retrouvent sur le marché du travail. En gros, on a, et je le dis toujours, on a plus de même 5000 élèves en année terminale de CAP et de Bac Pro qui se présentent sur le marché du travail. Et quand j'entends les entreprises dire que on finance, ils ne trouvent pas de jeunes, ça m'inquiète toujours un petit peu parce que normalement, on produit en fait ces jeunes. C'est pas très joli de dire produire des jeunes, mais on met ces jeunes, ils sont là. Et on a certainement un sujet une question à se poser sur l'adéquation entre la formation et les besoins du marché du travail. À l'inverse, ce qui me préoccupe aussi, c'est qu'on a un nombre de jeunes BTS en baisse, moins 115 jeunes entre 2022 et 2024. C'est pas encore dramatique, mais ça doit nous interroger puisque on travaille sur l'augmentation du niveau de qualification des jeunes. On voudrait bien sûr, et on a facilité l'accès au BTS pour les bacheliers professionnels. Donc il faut s'interroger peut-être sur ce petit retrait concernant le BTS. En point de préoccupation, on a aussi évidemment le nombre de jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation, le taux de NEET, comme on dit, qui dans le bassin minier en particulier est assez préoccupant, un jeune sur 3 quand même, ça porte à réfléchir. Aussi un taux de diplômés de l'enseignement supérieur qui est de 20,7%, soit 10 points de moins que l'échelle nationale, que la moyenne nationale. Et ça aussi, c'est un point d'alerte pour la qualification en fait des jeunes. Donc on a vraiment un enjeu majeur d'augmentation du niveau de qualification des jeunes qui peut passer par le développement des campus et métiers des qualifications, si je le dis, parce qu'on en a 3 quand même sur le territoire, le ferroviaire à Valenciennes, les travaux publics à Boulet-la-Bussière et les métiers du bâtiment et des systèmes énergétiques intelligents à Arras, donc qui irriguent le bassin minier. Et ces 3 campus doivent jouer le rôle de favorisateur de parcours d'excellence en facilitant l'orientation des jeunes et l'augmentation de leur niveau de qualification. Donc aujourd'hui, vous allez adresser lors des tables rondes un certain nombre de questions concernant l'emploi. Elles vont forcément croiser des questions qui sont celles de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur, en particulier la question de l'illettrisme et de l'électronisme, en particulier la question des mobilités et en particulier aussi la question des femmes dans l'industrie et des filles dans l'industrie. Donc je remercie bien les organisateurs de la journée pour ce beau programme. Après, en fait, l'idée, c'est d'échanger, de partager des données, de partager des réflexions. Et pour nous, après, il s'agira de décider, puisque, en fait, les décideurs, ça doit décider à partir de données qui leur sont apportées. Et si je dis cela de façon très pratico-pratique pour l'éducation nationale que je représente ici, c'est que nous sommes en pleine période d'élaboration de notre carte des formations professionnelles et que donc il sera important de la prendre en adéquation avec les besoins des employeurs et pas seulement ça, aussi en se projetant sur l'avenir de nos jeunes sur le territoire, encore une fois un avenir aussi ambitieux que possible. Voilà ce que je voulais dire pour ouvrir ce colloque et je souhaite une très belle journée à ceux qui resteront toute la journée puisque hélas je devrais me sauver assez vite. Merci. Bien, bonjour mesdames et messieurs, bonjour monsieur le directeur, merci de nous accueillir à l'IMT Nord-Europe, monsieur le vice-président de Douaisis-Agglo, madame la rectrice de région académique, monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs en vos grades et qualités. Je voudrais aussi saluer Mélanie Delot qui est la cheville ouvrière avec son équipe, avec l'équipe de la mission ERBM, de la mission également du bassin minier, de toutes ces réunions. Saluer, je me retourne parce que l'IF2RT, madame la rectrice le fréquente plus que moi et donc elle a l'habitude de dire l'acronyme sans se retourner pour le lire. Mais j'ai un souvenir très précis de votre dernière rencontre qui était sur les sujets d'alimentation.
Ça avait lieu déjà dans le Douaisis, me semble-t-il. C'était il y a quelques temps, il y a 2 mois environ, et je trouve que bon, je dis ça parce que je lis les comptes rendus, ne pouvant à chaque fois pas rester, et là je fais filer vite à l'anglaise parce que la ministre de l'Agriculture est dans le Pas-de-Calais pour parler notamment de la filière endive et chicorée. Filière qui est soumise à quelques tensions liées aux problématiques phytosanitaires. Et donc, avec les collègues de la DRAF, nous y allons pour essayer de comprendre les annonces que la ministre va faire sur ce sujet. En tout cas, moi, c'est un plaisir d'être là, de redire que le RBM n'est pas que de la rénovation énergétique de logements privés. C'est d'abord et avant tout ça, quand même. Et je le dis pour fixer les esprits, puisque avec Mélanie et les collègues, nous avons commencé à voir une petite musique qui est une musique de personnes qui ne se sont pas intéressées au sujet pendant des décennies, voire qui ont prospéré à d'autres fins sur la situation du territoire. Et donc, je veux le dire avec des mots simples, il y avait des engagements. Ces engagements, c'était notamment 100 millions d'euros pour rénover des logements. Il y en a aujourd'hui 124 d'engagés, ce qui, je vous laisse faire le taux de progression, marque que non seulement l'engagement est atteint, mais il est même dépassé, et il continuera de l'être en 2025, mais nous aurons l'occasion de revenir sur des chiffres. S'agissant des espaces publics, là aussi il y avait des engagements à 100 millions d'euros, nous sommes sur une trajectoire à 49 et quelques % à mi-parcours, ce qui veut dire que nous sommes dans les temps. Évidemment, les temps budgétaires sont rudes, à l'image des températures ce matin. Pour autant, est-ce à dire que nous allons abandonner le bassin minier? Pas du tout. Et est-ce à dire que nous résumons le programme RBM simplement à ces enjeux d'immobilier privé, de rénovation énergétique de logements ou d'espace public, encore moins? Et notamment, je salue les initiatives que vous prenez sur des sujets qui sont essentiels pour la vie des gens. On a parlé d'alimentation, on a parlé de santé des femmes à Liévin il y a aussi quelques mois. Aujourd'hui, on parle d'emploi, on parle d'insertion, on parle de formation. Et ce sont des enjeux absolument essentiels. On disait du temps jadis, vivre et travailler au pays, c'était plutôt du côté du Larzac ou du côté de la Bretagne, avec certains slogans que nous pouvons avoir en tête. Mais quand on est dans le bassin minier, il y a aussi cet attachement à son territoire. Ça, c'est la manière positive de le voir. Il y a aussi des jeunes ou des moins jeunes en reconversion professionnelle qui ont parfois des sujets de mobilité, des sujets de logement. C'est ce qu'on appelle les freins périphériques à l'embauche. La directrice adjointe de la DRETS, avec vous, en parlera, et vous discuterez de tout ce que nous pouvons mettre en œuvre avec France Travail, avec les missions locales, avec tous les opérateurs, les agglomérations en tête, le conseil régional, pour favoriser la mobilité sociale et professionnelle. C'est aussi la carte des formations, Madame la rectrice de région académique en parlait. La carte des formations qui est en cours de discussion, c'est 109 mesures pour l'an prochain. Alors pour les techniciens de l'éducation nationale, vous savez, c'est soit des créations, soit des adaptations, soit ce qu'on appelle maintenant des colorations. Et sans rentrer dans la technique, ça c'est très important parce que un des sujets éternels du reproche que parfois les entreprises font à l'éducation nationale, c'est vous n'êtes pas assez adapté. Mais parfois, quand on est trop adapté, et monsieur le vice-président de Douaisis-Aglo évoquait les retournements de cycle économique, et sur un territoire qui s'appelle bassin minier et qui donc a vu une partie de son histoire, plus d'un siècle d'exploitation minière, évidemment, quand l'exploitation minière cesse, ça fait un retournement économique qui devient un retournement social, politique, absolument majeur. Et donc, il faut que la formation reste une formation avec un fondement le plus généraliste possible, adapté évidemment avec des colorations
à ce qui fait l'actualité du tissu économique, mais qui sera capable, qui formera des ouvriers, cadres, techniciens qui seront capables de s'adapter à un monde qui évolue, et c'est absolument essentiel. En ce qui concerne les dispositions particulières, là où nous avons également un vrai sujet, c'est sur celui de l'accès au droit. C'est peut-être, Mélanie, aussi un sujet à prospecter en lien avec les deux directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités. Accès au droit pour que des personnes qui peuvent être un peu éloignées du marché du travail, éloignées des dispositifs, puissent y rentrer. Et ça se fait évidemment en lien avec les CAS, les CIAS et aussi avec le conseil départemental pour que les dispositifs du revenu de solidarité active soient bien à finalité insérante. Voilà ce que je voulais simplement vous dire aujourd'hui. Je lirai avec beaucoup d'intérêt les comptes rendus de la journée d'aujourd'hui, comme je le fais à chaque fois. Et je vous souhaite à tous et à toutes d'excellents travaux. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Il m'appartient, après ces discours introductifs, de commencer finalement à rentrer dans des chiffres, dans des caractérisations. Et il m'appartient, en tant que directrice adjointe de la DREDS, de vous présenter quelques éléments relatifs au portrait socio-économique du bassin minier. Alors, pourquoi la DREDS? Tout d'abord parce que le bassin minier, c'est un territoire sur lequel l'État oriente, intensifie ses politiques publiques en matière d'emploi. Donc le bassin minier, c'est les territoires qui sont couverts par l'engagement pour le renouveau du bassin minier. Et c'est un territoire vers lequel, ou sur lequel, effectivement, nous infléchissons à la fois les dispositifs de droit commun, mais aussi nous déployons des dispositifs spécifiques en matière d'emploi et du travail, et on pourra en venir. D'où l'intérêt que nous portons à pouvoir avoir un portrait assez précis de ces territoires-là en matière d'emploi économique et social. Alors, tout d'abord, je commencerai sur l'aspect plus démographique. De façon générale, le bassin minier il présente de très fortes similarités démographiques avec le reste de la région. On a une évolution de la population qui est quasiment nulle ces dernières années et une répartition par âge qui, pareil, reste similaire. Le bassin minier affiche un vieillissement de la population à l'image de celui qu'on observe dans la région. Donc on est vraiment dans un profil de région dont le solde naturel décroît progressivement et qui n'est pas compensé par les départs vers les autres régions. On voit tout de même une spécificité, le vieillissement qui se caractérise par la tranche des 60-74 ans où il y a plus de 4 points qui est observé. Et donc c'est plutôt sur les dimensions sociales et économiques que le bassin minier se distingue par rapport au reste de la région et on va y venir. Tout d'abord, s'agissant des taux d'activité et des taux d'emploi, on observe qu'ils sont plus faibles dans le bassin minier que dans le reste de la région. On a effectivement un taux d'activité de la région qui est déjà en plus inférieur de plus de 2 points au taux de France entière. Quant au niveau de la région, là nous voyons 72,2% de taux d'activité. Au niveau de la France entière, c'est 74,7%. Ce qui fait que le bassin minier a un taux d'activité inférieur à la région, mais également inférieur au national. Donc le bassin minier est finalement en retrait de 5 points par rapport au niveau national en termes de taux d'activité. Et on voit qu'il est particulièrement prononcé effectivement chez les plus de 55 ans.
Là, le slide suivant, excusez-moi, c'est comme ça sur le côté, c'est pas évident de lire de travers. Le slide suivant s'intéresse plus particulièrement au taux d'activité et au taux d'emploi des femmes dans le bassin minier, qui est en retrait par rapport au taux d'activité global régional, et ça on l'observe. Donc on le voit très bien que le taux d'activité, mais aussi le taux d'emploi des femmes dans le bassin minier est en retrait. L'écart est particulièrement porté par la tranche d'âge 25-54 ans. Donc ça, c'est aussi des caractéristiques de ce territoire. S'agissant du taux de chômage, le taux de chômage est supérieur dans le bassin minier au taux régional qui est de 9% dans la plupart des zones d'emploi qui caractérisent le bassin minier. Et on notera tout particulièrement Douai et Valenciennes qui font partie des 10 zones d'emploi au plus fort taux de chômage en France, avec respectivement donc 11,5 et 11,8%. Et donc on voit que dans la région, on est dans le top 4 des bassins d'emploi avec les taux de chômage les plus élevés. S'agissant des NEET, ça a été évoqué dans l'introduction par Madame la rectrice. Là, on s'intéresse à la part des jeunes qui sont ni en études, ni en emploi, ni en formation. Dans le bassin minier, cette part-là est plus importante qu'au niveau régional. On est à 25%. Alors ça, c'est les chiffres de 2020 par rapport aux chiffres que Madame la rectrice a pu évoquer. Mais on voit ça ne change pas la tendance qui est un bassin minier avec une part de NEET plus importante qu'au niveau régional. Et qui est corrélé, ou lié au niveau d'études, de diplôme de ces jeunes. Et la part des moins de 25 ans, alors ça c'est une autre donnée qu'on ne voit pas dans le tableau, mais que j'ai souhaité rajouter, c'est que la part des moins de 25 ans parmi les demandeurs d'emploi inscrits à France Travail, elle est de 17% dans le bassin minier, ce qui est 2 points supérieur au taux régional. Donc on note que le diplôme protège en partie contre le fait de se retrouver dans une situation ni en emploi ni au chômage. Et autre élément que je souhaitais apporter en complément, c'est que sur le plan des formations, le bassin minier, il se distingue par une plus faible part de diplômés de l'enseignement supérieur par rapport au reste de la région. Donc ce qui renforce la fragilité de ces publics. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder la mobilité liée à l'emploi. Sur ce slide-là, alors il y a deux dimensions à appréhender, à la fois la dimension qui est traduite par le code couleur et à la fois celle qui est traduite par les cercles qui ont des diamètres différents. Donc à partir du code couleur, si on s'intéresse uniquement au code couleur, on voit le taux d'actifs de chacun des bassins, alors des SPEL, qui demain s'appelleront les comités locaux pour l'emploi, mais aujourd'hui on est en pleine transformation. Donc le taux d'actifs par SPEL qui travaillent à l'extérieur de leur SPEL. Donc le plus on est en couleur foncée, le plus ça signifie que les actifs de ce territoire ont leur activité salariée à l'extérieur de leur territoire de résidence. Et donc on voit qu'en région, il y a 2 zones qui ressortent particulièrement. Le sud de la région, donc l'Oise, où effectivement on a beaucoup de résidents qui ont leur activité salariée à l'extérieur, notamment en région parisienne, sans surprise. Et après on retrouve tout de suite effectivement une grosse les bassins miniers, les SPEL du bassin minier, qui sont effectivement en rouge, où quasiment la moitié des résidents qui sont actifs exercent leur activité salariée à l'extérieur de ces territoires-là. Donc ça, c'est important. C'est ce qu'on appelle le fort taux de sortie. Et après, les cercles, là, on était en raisonnement en pourcentage, et les cercles permettent de caractériser en valeur absolue de combien de population, de volume de population nous parlons. Et effectivement, on voit que les cercles ont des diamètres très importants, y compris dans ces territoires. Donc c'est des taux et aussi des volumes en valeur absolue importants. S'agissant des caractéristiques, et j'en finirai là-dessus, des emplois. On a sur le bassin minier des emplois salariés plus tournés vers l'industrie et moins vers les services marchands que ce qu'on observe au niveau régional. On a également une surreprésentation de l'industrie, enfin cette surreprésentation de l'industrie, elle est notamment portée par les salariés masculins. C'est une des spécificités qu'on observe.
Et dans le bassin minier, on va obtenir, parce qu'on a pu regarder au-delà de ces grandes catégories-là, la liste des principaux employeurs et des secteurs d'activité qu'ils représentent. Et on a une surreprésentation du secteur de la fabrication des matériels de transport. Donc matériel de transport, bien évidemment, les véhicules sont dans cette catégorie. Et on a clairement mentionné ces entreprises-là comme des entreprises avec beaucoup de salariés. Donc là, on parle vraiment des salariés, enfin des emplois qui sont dans le territoire. Contrairement à tout à l'heure, on s'intéressait aux salariés qui résident dans le territoire. Là, on s'intéresse aux emplois présents dans le territoire. Et donc, on a une surreprésentation du secteur de la fabrication des matériels de transport avec près de 4 points de poste supplémentaires par rapport au reste de la région. Et avec ce secteur est marqué par des établissements avec des emplois de plus de 1000 salariés. Donc, c'est des grosses entreprises. Et également, quand on regarde la typographie des salariés, on observe que dans le bassin minier, on a une surreprésentation de la part des ouvriers et une sous-représentation de la part des cadres dans l'emploi salarié qu'on trouve. Voilà. Et s'agissant de tous ces chiffres, à part sur le secteur industriel, nous n'observons pas de spécificité du public féminin dans les catégories que je viens de mentionner. Donc voilà les quelques chiffres que je pouvais partager avec vous en ouverture de ces travaux, de ces échanges qui vont permettre, je l'espère, de pouvoir appuyer les échanges sur une caractérisation objective de ces territoires en matière d'emploi. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de partager ce moment de réflexion avec vous. Je suis Simon Bonjoigny, je suis sociologue, maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de Lille, membre du laboratoire Clercé, également affiliée au Centre d'études de l'emploi et du travail à Paris. Alors, pour ma partie, je vais moins vraiment discuter des problématiques propres du bassin minier, mais essayer de partager un peu mes réflexions de manière générale sur la question de l'accès à l'emploi. Le programme de journée porte principalement sur les dispositifs, les politiques publiques locales, les belles initiatives de terrain, visant à résoudre ce problème, toutes les difficultés autour de l'accès à l'emploi. De ma part, je souhaite plutôt partager des réflexions d'un autre point de vue, plutôt du point de vue des individus, c'est-à-dire que l'accès à l'emploi ne dépend pas seulement de ce que offre la formation, ce que offrent les politiques publiques ou ce que offrent les entreprises. Ça dépend également des comportements, le point de vue des individus, des travailleurs, des demandeurs d'emploi, etc. C'est pour ça que j'ai plutôt décidé d'orienter ma présentation sur la question de rapport au travail et la valeur du travail. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a des fois du mal à mobiliser une partie de la population? Et puis, toutes ces polémiques sur les problèmes des jeunes avec le travail, qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Alors, je commence pour vous montrer un extrait qui est tiré d'un rapport du Haut Commissariat au Plan, publié en 2023. En 90, 60% des Français accordaient une place très importante au travail dans leur vie, contre 31% aux loisirs, alors qu'en 2022, ce chiffre est passé de 60% à seulement 24%. En revanche, l'intérêt pour le loisir a doublé, pas doublé, mais largement augmenté, passant de 31% à 41%. On se demande, il y a quand même une évolution de rapport au travail. Qu'est-ce qui se passe? Alors, à partir de ces données-là, il y a des discussions dans les médias sur il y a un panique général autour de la valeur du travail. Alors, les Français, les jeunes commencent à avoir un problème avec le travail. Le travail perd la place dans la vie. Alors, attendez, regardons un peu les chiffres. D'où viennent ces chiffres-là? Donc, j'ai regardé précisément les sources. En effet, ces chiffres sont issus des enquêtes différentes. Ce n'est pas du tout la même population, on n'a pas du tout fait la même suivi. Et en plus, les données de 2022, c'est quand même dans le contexte Covid, post-Covid.
Et la Covid a effectivement eu un effet de remise en question la place du travail, la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet de Covid? À partir de là, on pourrait réfléchir, est-ce qu'il y a effectivement un problème de rapport au travail? La valeur travail est vraiment en crise. Alors, tout d'abord, donc je suis allée un peu remonter dans l'histoire. On n'a pas besoin de remonter plus loin que ça. Déjà dans les années 70 et les années 80, le discours de « Ah, on a un problème avec la valeur du travail chez les jeunes », c'est déjà présent dans le grand média, par exemple dans Le Monde. Donc je cite juste des citations, je vais lire juste un extrait. En 72, il y a déjà ces citations, c'est un fait que les jeunes ont des exigences beaucoup plus fortes que leurs aînés vis-à-vis de la finalité de leur vie et de leur travail, et que l'entreprise, telle qu'elle existe aujourd'hui, ne répond pas à ces exigences. Donc, on voit déjà un décalage entre un peu ce qui se passe en entreprise, ce qu'attend l'entreprise et les jeunes. Donc, probablement, ce n'est pas une question nouvelle, parce que déjà dans les années 70-80, on en parle, et publiquement dans le média. Alors, donc, du coup, j'ai fait un travail un peu plus rigoureux, un peu plus scientifique. Regardez, en effet, dans les médias, quels sont les angles d'attaque des rapports au travail. En effet, le rapport au travail, c'est pas un nouveau terme analytique, c'est pas vraiment c'est pas de nouveaux faits sociaux. Ce sont des faits sociaux, mais qui ont été problématisés, analysés, avec des entrées légèrement différentes. Dans les années 50, on parlait plutôt des satisfactions au travail. Les années 60, on parlait de la motivation au travail. Donc, on en parle toujours aujourd'hui. Depuis 78, donc c'est vraiment les mouvements de 68 heures, commencent à poser des questions de sens du travail. Et dans les années 80, on pose des questions d'implication, on commence à s'intéresser à la souffrance au travail, plaisir au travail. Dans les années 90-2000, ce qu'on constate, c'est cette prise de conscience sur le volet plutôt psychologique, mental, qu'on commence à poser des questions sur le stress, les risques psychosociaux. C'est pour ça que dans l'enquête conditions de travail, qu'on a complètement rajouté un volet risques psychosociaux depuis 2013. Alors, le mot-clé, un peu la tendance depuis des années 2010, c'est la qualité de vie au travail. Donc, ce qu'on voit, c'est finalement, les rapports au travail étaient toujours au cœur de préoccupations des Français, aux médias, dans les politiques publiques, mais avec des entrées légèrement différentes. Donc, la valeur du travail, c'est pas vraiment une question nouvelle. C'est la forme qui change, mais ça reste toujours les mêmes faits sociaux remis en question. Alors, dans les discours politiques, ce qu'on constate, c'est quelle que soit la période, il y a toujours cette centralité de la valeur du travail. Ça n'a jamais bougé. En revanche, ce qu'on voit, c'est un lien de plus en plus resserré entre le contexte économique et social et la valeur du travail. C'est-à-dire que dans les discours politiques, ce qu'on constate, c'est la valeur du travail, l'importance de cette valeur, c'est une nécessité économique et un devoir moral. On voit deux dimensions. Première dimension, c'est il faut vraiment mettre l'accent sur la valeur du travail, puisque c'est très très important pour faire face aux problèmes en lien avec le chômage, aux problèmes en lien avec le coût du travail, la compétitivité des entreprises françaises. Si on veut que l'économie aille mieux, il faut absolument qu'on résolve le problème de la valeur du travail. Il y a un autre volet, c'est si on veut résoudre ce problème, il faut également responsabiliser les individus. Ça ne suffit pas d'agir sur les entreprises, il faut aussi agir sur les individus. Il faut que les individus aient une prise de conscience sur l'importance de ces questions. Alors, la question revient sur la valeur de travail, comment ça se construit, comment ça se transmet et comment ça évolue. Pourquoi il y a des évolutions, pourquoi on pose des questions. Donc, étant sociologue, mon discours sera unique. La valeur du travail, c'est une construction sociale. Et c'est une construction sociale historiquement et géographiquement ou socialement située. C'est-à-dire que la valeur du travail des Français et la valeur du travail, par exemple, étant chinoise, donc je vais parler, la valeur du travail des Chinois sera probablement différente. Puisque selon le territoire, selon la culture, selon
un peu de système éducatif et politique, on ne construit pas la valeur du travail de la même façon. Puisque la valeur du travail dépend de plusieurs institutions sociales. Tout d'abord, la famille. En effet, la valeur du travail des jeunes dépend beaucoup de leurs parents. En revanche, cette institution peut être mise à mal par des crises économiques. Par exemple, si les parents ont vécu longuement le chômage, ont connu des conditions de travail très très difficiles, ça pourrait poser des problèmes à la valeur du travail transmis aux enfants. Alors, deuxième institution sociale importante, c'est vraiment le monde de l'éducation et de la formation. Donc, de manière générale, donc, la valeur du travail des jeunes dépend aussi comment on aborde cette question à l'école et aussi dans des centres de formation, etc. Ça dépend beaucoup aussi des lieux de travail, des groupes de travail ou des collectifs de travail, puisque la valeur du travail, c'est remodelé en continu sur les lieux de travail. Donc, selon notre parcours professionnel, on n'aura pas forcément la même façon de voir le travail et pas le même rapport au travail. Et enfin, un autre élément, on a tendance à ignorer, c'est vraiment le droit du travail, le contrat du travail et tout notre système de protection sociale. En effet, l'évolution du système de protection sociale, l'évolution du droit de travail, l'évolution des contrats, par exemple l'apparition des contrats précaires, pourrait également avoir des impacts sur nos rapports au travail. Le rapport au travail d'un fonctionnaire et un rapport d'un travail d'un CDD ou d'un intérimaire diffèrent pas seulement selon leur parcours, mais également selon le type de contrat. Alors, un autre facteur que je souhaite introduire, c'est le parcours de vie et la trajectoire professionnelle. En fait, j'ai déjà évoqué. Je souhaite introduire une nouvelle catégorie. Je sais que, dans les échanges en amont, j'ai bien pigé, en effet, dans les politiques publiques, on n'utilise pas l'immigré, la catégorie immigré ou d'enfants immigrés, comme une catégorie de politique publique, mais on a une approche plutôt territoriale, le QPV. Donc, en revanche, dans la recherche, on sort plutôt ça comme une catégorie analytique. Ce qu'on constate, c'est que les enfants immigrés pourraient aussi avoir leur propre rapport au travail, plutôt en lien avec justement l'expérience d'immigration de leurs parents et la vie en communauté. Par exemple, là, je cite un exemple, au sein d'une usine, on constate 3 types de profils, c'est-à-dire 3 types d'origine sociale et 3 types de rapport au travail. D'un côté, les ouvriers paysans, qui vivent le travail en usine comme un revenu complémentaire, ils ne sont pas très très attachés. Deuxième groupe, les ouvriers installés dans leur classe, c'est-à-dire des vrais ouvriers, parents ouvriers, enfants ouvriers, familles ouvrières, sont vraiment bien installés dans la lutte ouvrière. Ils ont un souci pour l'avenir de l'entreprise, ils sont le groupe le plus engagé. Troisième groupe sont des ouvriers immigrés d'origine tunisienne, donc en l'occurrence c'était un groupe tunisien. Et ce qu'on constate sont des gens qui se plaignent très peu, pour qui ils font le job, mais ils ne sont pas plus investis que ça. Mais leur rapport au travail distant, ce n'est pas la même raison que les ouvriers paysans. C'est plutôt, ils construisent collectivement leur projet de vie ailleurs. C'est-à-dire la communauté tunisienne sur le territoire étudié construisait, dessinait des projets de vie ailleurs. C'est-à-dire c'est plutôt un passage. Par la suite, on fait des économies. Et puis l'idée, c'est de créer notre petit commerce. On a d'autres projets de vie. Donc, ce n'est pas vraiment le même chemin que les ouvriers paysans, ni les ouvriers français installés dans leur classe. Enfin, ils sont tous français, pardon. Alors, donc là, c'est quelques facteurs, donc principalement parcours de vie et parcours professionnel. Donc là, je souhaite introduire un autre facteur qu'on a aussi beaucoup parlé, c'est l'âge ou la jeunesse. Que ce soit dans l'analyse statistique, dans les travaux scientifiques ou dans les médias, ce qu'on voit, c'est une remise en question d'un rapport au travail chez les jeunes. Il y a des clichés sur les jeunes et leur rapport au travail. Même à l'université, avec les jeunes, des fois, c'est vrai qu'entre collègues, on dit « Ah, les jeunes étudiants sont de plus en plus feignants ». On dit en fait, ils ne connaissent plus le pas de savoir-vivre, ils sont d'un côté très feignants, de l'autre côté très très individualistes, très très carriéristes, ils cherchent toujours un intérêt, une récompense immédiat. On a en effet des images comme ça sur les jeunes. Mais en même temps, ces images ne sont pas très cohérentes. Comment on peut être feignant et en même temps carriériste ? C'est curieux. Mais si on réfléchit un peu plus, on peut se demander, en effet, c'est une histoire est-ce que c'est vraiment une histoire de génération ? Est-ce que c'est vraiment parce qu'il y a un effet de génération, les générations X ? C'est en lien avec le contexte socio-économique spécifique, la socialisation particulière, avec le jeu vidéo, etc. Est-ce que c'est vraiment
un effet de génération en lien avec le contexte socio-économique, ou c'est plutôt une question de l'âge ou la place dans un cycle de vie. C'est-à-dire que des fois, je me pose la question, est-ce que quand j'étais jeune, mes copains-copines, à jeune âge, étaient aussi pareils? Est-ce que ce n'était pas tout simplement une histoire, une question de place dans le cycle de vie? Voilà. On pourrait aussi poser la question autrement, parce qu'on peut aussi avoir des jeunes qui sont pourtant anciennes sur le marché du travail. Est-ce que c'est aussi une question d'ancienneté? Par exemple, sur la place des cycles de vie et ancienneté sur le marché du travail, il y a des travaux qui montrent finalement plus on est proche de la vie adulte, caractérisée par logement indépendant, caractérisée par avoir des enfants, avoir une vie conjugale, et plus on accorde une importance à la valeur du travail. C'est-à-dire que la valeur du travail est plutôt associée avec la vie adulte. En revanche, le fait de vivre avec les parents, le fait de vivre en célibataire, ne pas avoir d'enfants, ça favorise un rapport plutôt distancié avec le travail. En revanche, un rapport plutôt rapproché ou accorder plus d'importance aux loisirs. Enfin, le fait de se concentrer sur les jeunes, est-ce qu'on n'est pas en train aussi de minimiser les disparités intragénérationnelles? C'est-à-dire qu'en s'accordant, en se focalisant sur le problème du travail des jeunes, on a tendance peut-être à ignorer entre les jeunes et les jeunes, ils ne sont pas pareils. Ils n'ont pas forcément le même rapport au travail. Et entre les jeunes qui sont bien intégrés dans le parcours, qui sont bien intégrés, par exemple, il y a un projet bien dessiné, et les jeunes, par exemple, peu diplômés, qui ont du mal à trouver un emploi stable, leur rapport du travail peut être aussi différent qu'entre un jeune et une personne bien installée. Donc, on pourrait dire qu'en fait, il pourrait y avoir autant de disparités intragénérationnelles que intergénérationnelles. Alors, pour finir vraiment mon intervention, je souhaite vous présenter justement des études menées par des collègues sociologues sur les jeunes au travail, notamment les jeunes ruraux sans diplôme, qui correspondent un peu au profil des jeunes qu'on va analyser aujourd'hui dans le bassin minier. Alors, donc, la conclusion générale, c'est de dire « Ah non, il ne faut pas dire que les jeunes ont perdu la valeur du travail ». Donc, la conclusion plutôt optimiste, assez encourageante. Donc, le travail n'a pas du tout perdu sa valeur chez les jeunes. Et ça continue à jouer un rôle essentiel dans la construction de leur identité. Alors, je vais vous citer une étude réalisée, pas dans la même région, mais dans le sud. Bien sûr, il y a des spécificités, je suis entièrement d'accord, notamment, par exemple, la question de QPV, c'est pas du tout la même densité dans le sud, dans le territoire étudié, que dans le bassin minier. Alors, le collègue Clément Roversé a montré, en effet, ce qui joue, c'est vraiment une logique d'honneur. C'est-à-dire que, finalement, les jeunes, ils sont motivés par la recherche du travail, d'un côté par cette satisfaction d'exercer une activité, mais aussi par une grande peur de déclassement supplémentaire. En effet, ce qu'ils constatent, c'est alternance entre emplois souvent précaires, donc des intérims, des CDD de courte durée, des emplois très partiels, le chômage et l'inactivité. Et ce qu'ils voient, c'est les jeunes font presque autant d'efforts dans la recherche du travail que dans l'exercice elle-même. Et de ce point de vue-là, en effet, on pourrait se demander est-ce que la catégorie Nice est vraiment pertinente pour analyser leur situation, puisqu'en fait, leur situation est vraiment mouvante. Et les jeunes qu'il a étudiés, ils ont tendance à vraiment se maintenir occupés et se positionner en opposition de l'inactivité. Ils voyaient ça plutôt comme une stratégie pour limiter le risque de stigmatisation. Alors pourquoi il y a ce risque de stigmatisation? Ce collègue montre en effet ce qui pèse, c'est leur regard sur leur entourage, la réputation locale et la pression exercée par les parents et les proches. Grosso modo, les jeunes, ils recherchent du travail, ils acceptent n'importe quel travail, même les travails les plus difficiles, parce qu'ils ne veulent pas être mal vus par leurs voisins, par leurs proches, par leurs copains, et perdre la face dans un bourg. Ce qui est intéressant, c'est vraiment cette centralité du vrai travail. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la rupture avec le parcours des parents, c'est-à-dire qu'ils ne disqualifient pas les parents. En revanche, ils essaient de justifier nous, on cherche du vrai travail. Qu'est-ce que c'est le vrai travail? C'est les travails généralement des ouvriers, les travails manuels, les travails vraiment très concrets, en contact avec les matières ou avec les gens,
En revanche, il essaye de dire, en effet, nous, on fait du vrai travail, c'est pas le travail de bureau, c'est pas le travail intellectuel, c'est pas le travail abstrait, c'est du travail qui a du sens. Donc là, ce qu'on voit, c'est les jeunes, sont des jeunes sans diplôme, donc 0 diplôme, ce qui joue, c'est vraiment les représentations sociales des métiers, les représentations sociales des différentes activités. C'est là qu'on voit, là il y a un enjeu vraiment de travailler sur l'image de métier, l'image des groupes professionnels. Alors au final, ce qu'ils constatent, c'est vraiment les jeunes, donc ruraux, sans diplôme, sont incités à accepter des conditions vraiment précaires pour s'en sortir, pour se mettre du côté des travailleurs pauvres que du côté, entre guillemets, des assistés. Alors, c'est vraiment un exemple, c'est une étude récente, mais j'imagine, on pourrait refaire ce même d'analyse dans nos territoires, tout en prenant en compte les caractéristiques particulières présentées par notre collègue, donc la directrice adjointe de la DRETS. Voilà, je vais laisser la parole à ma collègue. Alors, bonjour, donc moi je suis Guillemette Delarquier, je suis professeure en économie à l'Université de Lille. Ah non, alors ça commence... Alors, c'est dans l'autre sens. Non, mais décidément. Excusez-moi. Ah, il n'y a pas les animations. Bon, il y avait des animations, mais il n'y en a plus. Ah, il y a même des caractères qui ont sauté. Bon, j'espère que ça va rester lisible. Donc, comme la journée est sur l'accès à l'emploi, moi je vais prendre ma casquette d'économiste et m'interroger sur le fonctionnement du marché du travail. Alors, qu'est-ce que c'est que le marché du travail? Déjà, cette chose assez abstraite. Quand on demande à un étudiant en économie, c'est comme sur appuyer sur un bouton, c'est l'endroit où l'offre et la demande se rencontrent. Et donc c'est un peu là-dessus que je vais revenir parce que ça reste finalement concrètement, c'est où cet endroit, qu'est-ce que ça veut dire. Alors l'approche actuellement du marché du travail en économie est en fait une approche qui insiste beaucoup plus sur les flux. Alors stock et flux. Donc là, j'ai pris ce sont des données nationales qui datent du deuxième trimestre 2024, qu'on peut trouver à la DARES, donc qui est le département statistique du ministère du Travail. Et donc sur l'emploi du secteur privé, hors agriculture, intérim, sans les particuliers employeurs, et France métropolitaine, c'est à peu près 20 millions de salariés. Eh bien, ça, c'est le stock. Quand on dit, voilà, c'est les gens occupés, c'est un stock de 20 millions. Mais il faut regarder les flux. Pendant ce trimestre-là, vous avez à peu près autant, c'est un mauvais trimestre en fait, on a eu un peu plus de 6 millions, donc 6 millions et quelques d'embauches dans ce même secteur, et un peu plus de 6 millions de fins de contrat. Donc vous voyez, c'est vrai, c'est un trimestre où en fait l'emploi est resté stable moins. L'emploi a baissé. Mais vous voyez que 6 millions rapportés à 20 millions, il y a beaucoup de flux. Sur le marché du travail, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup d'embauches, il y a beaucoup de sorties. Et donc toujours raisonner avec des catégories de stock, ça invisibilise les flux. Typiquement pour les NEET, ces jeunes qui sont sans emploi, formation, etc., ce sont des jeunes qui bougent beaucoup. Ils ne restent pas longtemps en dehors de ces catégories. Ils passent leur temps en fait, dans des emplois précaires, etc. Ils bougent aussi de différentes manières. Donc l'approche actuellement qu'on a en économie du marché du travail, c'est d'insister sur les flux et de ne pas forcément trop regarder les stocks parce que ça invisibilise complètement tout ce fonctionnement. Comment voilà, il y a des entrées et des sorties. Et si vous regardez les sorties, en fait, vous voyez, il y a beaucoup moins de licenciements que de démissions. Et bien sûr, ce qui manque, vous allez me dire, là, ça ne fait pas 6 millions, cette somme, c'est les fins de CDD. Ce sont des contrats qui commencent et des contrats qui se terminent normalement. Et c'est ça qui fait toute l'activité du marché du travail. Donc, je vais essayer d'appuyer sur le bon. Voilà. Donc là, il y avait toute une animation pour en arriver peu à peu, mais voilà. J'ai donc, à titre personnel, vous voyez, je suis allée chercher avec une collègue, Géraldine Ruocco, qui, elle, est professeure dans les Hauts-de-France Sud, à Amiens. Nous travaillons depuis longtemps avec le Centre d'études de l'emploi et du travail sur le fonctionnement du marché du travail en regardant plus exactement, en ce qui me concerne, les entreprises.
Et justement, quand on est une entreprise et que l'on veut recruter, où est mon marché du travail? C'est notre grande question, et là, j'en reviens à ça. Et étant donné ce que je vous ai dit avant, actuellement, les modélisations en économie vont parler plus tellement de, si parmi vous, il y a des gens qui ont fait des études en économie, ça te croit entre une offre et une demande qui se rencontrent, mais plutôt de fonctions d'appariement qui vont insister sur des équilibres de flux. Voilà. Alors, ce n'est pas ce que nous faisons forcément, mais on va regarder justement où se passent les appariements. Ces appariements, comment des offres individuellement de travail, donc je vais parler des offres d'emploi et des candidats à l'emploi, se rencontrent, se apparient. Et donc on va beaucoup travailler sur ce qu'on appelle donc les canaux de recrutement de manière classique. Et on dit, en fait c'est ça, les marchés du travail. Selon le canal de recrutement que vous allez utiliser en tant qu'entreprise, mais donc Dingo a plus insisté sur les travailleurs, moi je vais plus insister sur les entreprises, finalement c'est le canal de recrutement que vous allez actionner qui va faire votre marché du travail. Et selon la manière de ce canal de fonctionner, vous aurez un fonctionnement du marché du travail. Et donc selon que vous utilisez des réseaux ou des annonces, eh bien ce n'est pas le même fonctionnement du marché du travail. Mais les deux ont le même objectif, c'est rencontrer les candidats aux emplois que vous proposez. Et donc ça permet en fait de pluraliser, d'attraper une pluralité de fonctionnement du marché du travail. Donc pas seulement de dire qu'il existe plusieurs types d'entreprises, plusieurs types de travailleurs, mais qu'il existe plusieurs types de fonctionnement du marché du travail selon le canal de recrutement que vous utilisez. Et ces canaux sont très documentés. On sait qu'ils n'ont pas tous la même importance et ils sont très documentés de manière statistique et de manière aussi par des études de terrain qualitatives. Donc voilà, alors moi quand j'écris les canaux mettent en forme les marchés du travail, c'est cette idée de, finalement, cette hypothèse donc finalement assez abstraite de marché du travail, quelle forme elle prend? Concrètement, c'est le fonctionnement de ces canaux. Donc elle donne forme. Alors voilà, ça c'est une typologie que nous avons proposée, qui n'est pas que de Géraldine Yoko et moi, mais qui est toute une tradition qui existe au Centre d'études de l'emploi et du travail depuis les années 90, pour expliquer comment les gens se rencontrent. Donc, il est classique en économie de parler d'information. Voilà, sur le marché, il y a de l'information et les gens se rencontrent parce qu'ils ont l'information sur l'existence des postes pour les candidats ou des candidats pour les entreprises. Et après ça, ils vont échanger des informations sur leurs qualités respectives. Les conditions de travail d'un côté, les diplômes, autre chose, les compétences de l'autre. Donc, il y a un échange d'informations. Alors, si je prends en colonne, donc on distingue deux types d'informations, pas en termes de quantité ou de fiabilité, mais leur format. Il y a deux manières de faire circuler de l'information sur le marché du travail, et il y a une manière très standardisée qui fait que vous transformez tout en code, l'écriture, écrire déjà est du code. Alors avec les outils numériques, ça peut être des catégories, on coche des cases, etc. Et du coup, cette information, elle peut circuler très loin via des outils, sur tout le territoire, même au-delà. Elle peut circuler très loin, mais on ne peut pas tout indiquer en code. On peut indiquer tout ce qui est surtout des catégories prédéfinies, des diplômes qui existent. On peut catégoriser aussi des années. On peut donner un nombre d'années d'expérience. Bref, quand on est en information standard, on a tendance à tout catégoriser avec des catégories qui existent déjà. Donc, des compétences qu'on définit bien a priori, puisqu'on peut les coder dans un langage qui existe, qui est celui, par exemple, de votre plateforme, ou des annonces ou des fiches de poste. Tandis que quand l'information circule de manière personnalisée, là, ça veut dire qu'en fait, on s'intéresse à une information qui circule par des personnes. Et du coup, l'information va beaucoup moins loin, parce qu'il faut que les gens véhiculent avec l'information. C'est les récits. C'est quand quelqu'un vous dit, cette personne-là, elle a fait la même formation qu'a fait ton contremaître, il est bien. Ou au contraire, celui-là, je sais que, ou voilà, celui-là, il est fiable, celui-là, il n'est pas fiable. Ou voilà, bref, il faut parler. Ou si le candidat lui-même parle, il doit se déplacer. Donc l'information personnalisée, c'est de l'information qui circule avec les personnes quand elles se présentent ou quand quelqu'un d'autre les présente. Donc c'est tout ce qui est les tiers, c'est les candidats eux-mêmes, quand par exemple ils parlent pendant un entretien, c'est de l'information personnalisée. Et ce sont tous les tiers, les médiateurs qui peuvent être des professionnels, peuvent être des agents recruteurs, ça peut être également donc des collègues qui les recommandent. Et donc là, c'est d'autres types d'informations. Elles ne sont pas codées a priori, parce que quand on dit information personnalisée, c'est des discours,
c'est des dialogues. Donc là, on est beaucoup plus dans la négociation sur qu'est-ce qui va être bien de dire là, à ce moment-là. Et donc, on est beaucoup plus dans la négociation et l'adaptabilité à du local. Donc ça, c'est les deux grands types d'informations. Et la deuxième, là, en ligne, qui peut paraître bizarre, mon marché fermé et mon marché ouvert, en fait, c'est plutôt, il y a des canaux qui ferment les marchés a priori, parce qu'en fait, l'entreprise sait très bien qui elle cherche. Elle cherche tel diplôme. C'est des marchés, en fait, qui sont un peu fermés par les exigences. Il y a certains, voilà, je veux tel diplôme, je veux telle expérience, je veux tel secteur. Et donc, a priori, l'entreprise sait très bien à peu près quel type de candidat elle cherche. Et marché ouvert, là, c'est quand ce sont des canaux où finalement on va laisser beaucoup plus de gens candidater sans avoir bien délimité finalement l'offre de travail que l'on recherche. Je parle de l'entreprise qui cherche l'offre qui va s'adresser à elle. En tant qu'économiste, offre de travail, ce sont les travailleurs. Donc une fois que je croise mes deux catégories, là, je vous propose une typologie des canaux de recrutement. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que, ça ne fonctionne pas de la même façon, ce ne sont pas les mêmes entreprises qui y ont recours, et ce ne sont pas les mêmes personnes que l'on recrute. Et cette pluralité, justement, elle a quelque chose de bien, c'est qu'elle permet à des gens différents de se rencontrer différemment. Et en aucun cas, nous ne cherchons à les hiérarchiser. Je ne vais pas vous dire qu'il y a un marché qui fonctionne mieux qu'un autre. Tout ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas les mêmes personnes qui sont derrière qui se rencontrent. Donc, si je prends le marché fermé et format standard, c'est le marché, en fait, où on va vraiment... C'est beaucoup les annonces, en fait. Les annonces, tout ce qui est le numérique, donc actuellement, France Travail, les shopboards ou les pages recrutement. C'est-à-dire que dans l'annonce, vous verrez toujours les exigences. Et ce qu'on attend d'une annonce, c'est que les gens s'auto-sélectionnent. Donc de même, vous allez me dire que ça circule énormément, mais pourtant c'est un marché fermé, parce que surtout en France, les annonces sont sont assez longues sur tout ce qu'on exige. Et d'autant, à chaque exigence, vous fermez le marché auquel vous vous adressez. Pour ce qui est toujours d'un marché qui est fermé, parce qu'on sait très bien qui on cherche, mais au contraire, on est plus dans l'information qui va circuler par des tiers, donc des personnes, eh bien c'est tout ce qui est les réseaux professionnels. Donc les recommandations, les cooptations. Donc réseaux professionnels de haute qualité, les banquiers d'affaires, ils ne passent pas par des annonces pour se recruter les uns les autres, mais aussi pour recruter dans les métiers de bouche, les métiers un petit peu de professionnels, où en fait, ils vont beaucoup utiliser leur réseau professionnel, et aussi pour appeler, c'est la même logique pour appeler d'anciens salariés. Et chasseurs de tête, alors là aussi, quand vous prenez un chasseur de tête, vous savez très bien qui vous voulez recruter, ou en tout cas, vous savez très bien dans quelle entreprise et les personnes qui vous intéressent parce qu'ils travaillent comme vous. Donc, vous déléguez quelqu'un pour aller le chercher. Donc, c'est vraiment un marché fermé et où l'information va circuler, c'est par des coups de téléphone, etc. Bref, en aucun cas, on utilise du langage standard. On se reconnaît. Les cooptations, ça marche bien aussi pour les informaticiens. Les informaticiens, vous avez toute une partie qui est recrutée parce que par les annonces, ils n'ont pas forcément toutes les personnes qu'il faudrait. Pour les marchés ouverts, alors là, vous allez me dire, ça paraît un peu plus les canaux pour les moins qualifiés. C'est pas faux. C'est-à-dire ceux qui en fait ont plus de peine par les catégories a priori d'entrer sur un marché. Alors, pour ce qui est du marché ouvert, format personnalisé, c'est là qu'on va trouver des réseaux personnels, mais qui ne sont pas professionnels. Ou donc les gens qui vous recommandent, ce sont des gens qui ne sont pas forcément de la profession, donc qui, voilà, je connais un tel, c'est le filleul de ma secrétaire, voilà, par exemple. Et puis vous avez le gros de la manière de recruter en France, qui sont les candidatures déposées en main propre. Vous savez, c'est la fameuse manière de faire, il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. C'est vrai. Mais c'est vrai dans certains secteurs, ceux où la localisation compte beaucoup, c'est beaucoup le commerce et les chantiers. C'est-à-dire là, où par la simple preuve que vous allez dans le chantier, vous présentez, ou dans le commerce, vous présentez, vous avez vu la fichette, ou les serveurs aussi, vous êtes capable de venir. Vous n'avez pas le problème de mobilité puisque vous êtes venu déposer une candidature. Donc vous êtes capable de venir. D'autant plus qu'on sait qu'il vaut mieux arriver, si vous arrivez à l'ouverture du magasin, c'est encore mieux pour candidater. Parce que vous prouvez que non seulement vous pouvez venir, mais vous pouvez venir à l'heure de l'ouverture. Ça, c'est quelque chose de très connu dans la distribution, dans les chantiers. Non seulement il faut venir sur place, mais il faut venir à la bonne heure. Si vous arrivez au moment où le chantier se termine, c'est un mauvais signe. Il vaut mieux arriver à l'ouverture. Donc, ça, c'est vraiment donc, le fait que c'est des personnes qui viennent ou qui parlent pour vous
et c'est un marché très ouvert. Et le dernier, c'est la case sans doute où on va beaucoup trouver de partenariats, on va trouver beaucoup de... Voilà, tous ces montages que l'on fait quand on est des institutionnels, où on cherche à être proche quand même du terrain et de rester donc ouvert, ne pas fermer a priori. Donc on va appeler les demandeurs d'emploi, dans les missions locales, etc. Mais ça reste du format standard, parce que c'est quand même les institutions qui s'en occupent, et donc c'est leur discours, c'est leur manière de parler. J'ai beaucoup étudié, moi, la méthode de recrutement par simulation de France Travail, maintenant, qui a beaucoup évolué, mais l'idée, c'est justement d'ouvrir, l'idée, c'est de voir si les gens ont les habiletés pour faire un emploi qu'ils n'ont jamais forcément occupé dans leur trajectoire. Et donc, on va utiliser les outils de France Travail, qui va utiliser son code ROM, le répertoire opérationnel des métiers et des emplois. Donc, le code ROM, typiquement, c'est du standard. Tout doit rentrer là-dedans. Donc, elle va bien utiliser son discours habituel, sa manière d'envoyer de l'information. Elle va envoyer des messages, elle va convoquer plein de chômeurs, plein de demandeurs d'emploi pour venir faire des tests et voir après si on peut les envoyer. Et donc, on est dans cette idée qu'il y a donc des partenaires qui vont utiliser un discours assez standard, mais pour essayer donc d'avoir des politiques plus ouvertes pour recruter des gens qui ne sont pas dans un marché fermé a priori. Non. Alors maintenant que je vous ai montré donc comment de nos jours on peut arriver à expliquer qu'il y a une pluralité de fonctionnement, et de nouveau, je ne dis pas qu'il y en a un qui est mieux que d'autres. Tout ce qu'on peut dire, c'est peut-être que quand une entreprise est bloquée dans une manière de recruter, il faut peut-être l'aider à trouver une autre manière de faire. Mais je ne donne pas il n'y a pas de plus efficace ou de moins efficace, ce n'est pas du tout l'idée. Maintenant, je vais prendre un travail que je trouve, et surtout une expression que je trouve très éclairante d'un collègue, Bernard Gazier, qui a beaucoup travaillé sur les marchés transitionnels, qui dit, pour expliquer comment on va agir sur les marchés du travail, donc là, sur les dynamiques d'appariement, il nous dit qu'il existe 2 grands types d'agendas. Donc d'agenda en termes de des politiques économiques et sociales sur le marché du travail. Et donc, elles sont là, 1 et 2. Alors c'est assez parlant. C'est soit vous équipez les individus pour le marché du travail, on équipe les individus pour le marché du travail, soit vous équipez le marché du travail pour les individus. C'est peut-être de la rhétorique, mais je trouve que c'est très parlant. Alors si je prends la première, c'est l'idée tout simplement, vous dotez les individus, vous dotez de droits. Où ça marche très bien, par exemple, c'est le droit à la formation. Vous avez même actuellement des vouchers. Vous avez des possibilités, vous avez de l'argent pour aller... Et vous allez vous-même mettre en concurrence les formations pour vous former. Et après ça, vous serez formé, vous pourrez vous-même vous occuper de votre employabilité et être recruté. Donc, on vous donne des droits. Droit à la formation. Et ça vous responsabilise dans le maintien de votre employabilité. Et ce qu'on va faire, les politiques qui vont être par derrière, et ce qu'on trouve beaucoup actuellement dans France Travail, mais aussi, on peut l'expliquer de différentes façons, c'est que la politique, c'est d'accompagner les individus, mais les accompagner vers quoi? Vers l'autonomie. C'est-à-dire, d'abord, il y a ceux qui sont déjà autonomes, je n'ai pas besoin de m'en occuper. Ça, c'est la grande phrase maintenant des agents de France Travail. Il y a ceux qui n'ont pas besoin de moi. Je lui donne tout ce qu'il faut, France Travail, c'était dans ma case de tout à l'heure. Et puis ceux qui ne sont pas là, il faut qu'on trouve, donc ceux qui ont les fameux freins périphériques à l'emploi, eh bien justement, il faut qu'on traite ça pour qu'ils puissent devenir autonomes. Et donc dans cette logique-là, on donne les droits aux individus pour qu'ils puissent s'adapter aux règles du marché du travail, pour les rendre autonomes, employables, responsables. Ça, c'est le premier type d'agenda. C'est plutôt celui que nous avons actuellement. Le deuxième type d'agenda, il va peut-être plus être territorial, il existe aussi, mais peut-être moins au niveau national, et ça a sa logique. C'est donc équiper le marché du travail pour les individus. Et là, c'est l'idée de partir plutôt du fait que les individus, tout au long de leur vie, ont des transitions qui peuvent être justement pas les mêmes en fonction de leur cycle de vie. Là, je reprends l'idée de Jingwei, on peut évoluer sur le cycle de vie dans ses représentations, mais aussi tout simplement dans les principales étapes. Et donc, étant donné les transitions que connaissent les individus tout au long de leur vie, eh bien, il faut les organiser. Il faut organiser le marché du travail pour que ça se passe bien et pour que ça soit efficace pour tout le monde.
Alors là, ça suppose qu'il faut... Donc là, je vais retrouver mon idée de partenarial. Des idées, voilà, l'organisation du marché va être certainement collective. Et alors moi, j'insiste beaucoup sur l'intermédiation active. C'est-à-dire que là, on s'occupe des gens. Et typiquement, France Travail, quand j'interviewe, parce que je fais du quanti, du quali, je suis une économiste qui sait faire les deux, comme Dungwe en fait, si j'ai encore des conseillers qui ont connu la NPE, ceux qui viennent de la NPE, qui vont perdre, ou qui ont encore en mémoire une organisation que j'ai connue au début de, quand j'étais même en DEA à l'époque, dans les années 90, cette époque où à la NPE, on faisait 2 jours à s'occuper des entreprises et 3 jours à s'occuper des demandeurs d'emploi sur son territoire. Et donc dans l'agence locale, l'ALE de l'époque, on connaissait les demandeurs d'emploi de son bassin et on connaissait les entreprises de son bassin parce que dans le programme de la semaine, on avait un temps, un versant du marché du travail et l'autre temps de la semaine, l'autre versant du marché du travail. Et donc on pouvait faire l'intermédiation active. Quand on voyait une entreprise, on voyait à peu près quels sont les demandeurs qui sont en face, en tête, et savoir qui on va envoyer. Et quand on voyait les demandeurs d'emploi, on savait à peu près les entreprises où il y avait les chances d'entrer ou pas. Et donc c'est ce que j'appelle l'intermédiation active, au sens où on met vraiment les gens en relation. On ne leur dit pas, vous avez le code ROM et l'outil numérique, et puis vous vous trouvez grâce à l'algorithme, mais voilà, je prends mon téléphone et j'appelle telle entreprise en disant, j'ai telle personne. Et il y a encore des agents de France Travail qui le font presque en cachette. Mais France Travail n'est plus organisé comme ça. Vous avez les cellules entreprises qui ne voient que des entreprises et ceux qui accompagnent les demandeurs d'emploi qui ne voient que les demandeurs d'emploi. Je ne dis pas qu'ils ne discutent pas entre eux de temps en temps, mais l'organisation même de l'agence fait que les 2 versants ne sont plus reliés. Il n'y a plus d'intermédiation active. C'est aux outils d'intermédier les gens. Alors, je vais donner un autre exemple qui n'est pas de l'intermédiation active que m'a donné M. Dumont tout à l'heure. Et je terminerai là-dessus, je dépasse déjà. À propos des forums d'emploi. J'ai eu l'occasion d'avoir un retour sur un forum d'emploi qui se passait alors là, à Marseille. C'était les hôpitaux de Marseille qui voulaient recruter. Pôle emploi leur envoie une 20aine de personnes pour une 10aine de postes. Super, même déjà les demandeurs d'emploi râlent parce qu'il n'y a pas assez de postes pour 20. Et ils font faire des entretiens. Et à la fin, le recruteur des hôpitaux de Marseille dit, il y a une personne vraiment qui est intéressante, elle a la formation, etc. Donc cette personne-là, en fait, c'est une femme qui, en effet, a travaillé déjà. Donc c'était des brancardiers et des aides-soignants. Cette personne, en fait, elle a tout ce qu'il faut, elle a l'expérience, elle a même la formation, mais justement, elle s'est arrêtée parce qu'elle a eu 2 enfants. Et il terminait, mais malheureusement, elle n'a pas réglé son problème de garde. Elle n'a pas réglé son problème de garde, donc on ne va pas la prendre. Donc ils ont recruté très peu de personnes, ils n'étaient pas contents, mais il y avait une personne très bien, mais elle n'a pas réglé son problème de garde. Et là, il est complètement dans la numéro 1, ce monsieur. C'est-à-dire qu'il en fait un problème individuel. La garde d'enfants, c'est un problème individuel. À vous, avec ce qui existe dans la ville de Marseille ou par vos réseaux, de régler vos problèmes de garde. Alors qu'on pourrait très bien dire c'est un incident très classique dans le parcours, carrière des femmes, y compris celles qu'on a envie de recruter, d'avoir des enfants. Et pourquoi la garde d'enfants n'est pas aussi le problème des hôpitaux de Marseille avec Pôle emploi? Pourquoi est-ce qu'ils ne proposent pas, justement, pourquoi ce n'est pas un problème collectif que la garde d'enfants des gens qu'on pourrait recruter, plutôt que de renvoyer à « c'est son problème, elle n'a pas réglé son problème de garde d'enfants ». Voilà, je terminerai là-dessus.